fête de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Avec une édition largement consacrée ce soir aux résultats du premier tour des élections régionales. Comment a-t-on voté dans les Alpes, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie? Quels sont les principaux enseignements et enjeux de ce premier tour? Sachant qu'un accord a été trouvé à gauche autour de Jean-Jacques Kérane en fin de journée. Eh bien, nous verrons tout cela avec Christian Deville et ses invités. L'actualité, c'est aussi le procès des meurtres de Kevin et Sofiane qui se poursuit devant les assises des mineurs de l'Isère. Des peines de 10 à 20 ans de réclusion ont été requises ce lundi à l'encontre des 12 accusés âgés de 19 à 24 ans. Le verdict de la Cour n'est pas attendu avant le 14 décembre, après les plaidoiries de la défense. Mais d'abord, donc, on s'arrête quelques instants sur les résultats du premier tour des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. En tête, avec 31,73% des voix, Laurent Wauquiez et sa liste d'union de la droite. Il est suivi de Christophe Boudot, le candidat Front National, avec 25,52% des suffrages. Et la troisième place, Jean-Jacques Kérane et sa liste d'union de la gauche, avec 23,9%. Arrivent ensuite Jean-Charles Colas et Cécile Cukierman, qui ont dépassé les 5% de suffrages. Gerbert Rambaud, Éric Lafont, Chantal Gomez et Alain Fedel sont en dessous de ces 5%. Alors même s'il n'est pas en tête dans notre région, le Front National sort victorieux de ce premier tour des régionales puisqu'il améliore de 15 points son score de 2010. Qu'en pensent les électeurs de ce score? Élément de réponse avec les réactions recueillies à Grenoble ce matin par Xavier Schmitt et Vincent Abran. C'est ce qu'on entretient avec les médias, donc ça ne m'étonne pas vraiment que les gens votent à droite et votent FN surtout. Mais voilà. Pourquoi les médias? Parce que si on regarde la télé, on sent comme dans un film d'horreur, on est tous en insécurité. J'espère en tout cas que les gens se mobiliseront davantage pour le deuxième tour. Donc voilà, il y a une petite semaine pour mobiliser tout ça. C'est un peu inquiétant qu'on arrive à des chiffres comme ça. Après, il faut voir le pourquoi et se poser les bonnes questions. Je pense qu'après, en Rhône-Alpes, on est peut-être moins Front National qu'ailleurs. Lorsqu'on regarde les résultats, je pense que les forces de gauche sont quand même importantes, même si elles sont divisées. Et je crois qu'il faut que tous les électeurs se mobilisent justement pour pouvoir faire un front commun contre le Front National. C'est mauvais. C'est mauvais pour la région parce que bon, j'espère qu'ils ne vont pas passer, le Front National. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez justement des partis traditionnels? Les traditionnels, s'ils avaient fait leur travail, peut-être on n'en serait pas là. Jacques Christian Deville, bonsoir. Bonsoir Pauline. Vous venez pour analyser tous ces résultats ensemble. Alors quels sont les principaux enseignements de ce scrutin? 3 enseignements principaux. D'abord, la participation faible, même si elle est quand même supérieure aux élections de 2010. La palme du mauvais élève revient à la Haute-Savoie, 44,4% de votants contre 48,4% en Savoie, 51,7% en Isère. La réserve de voix pour tous les partis, elle est bien là, plus que dans les reports de voix. 2, le vote Front National, on l'a dit, toujours plus fort dans les 3 départements et notamment en Isère, où il arrive en tête. C'est une première. Enfin, 3, malgré tout ce que l'on peut dire sur la victoire de Laurent Wauquiez, la défaite de Jean-Jacques Kérane, rien n'est encore définitif. L'écart de 7 points entre les deux hommes est conséquent, mais pas insurmontable. Alors on voit le détail du scrutin dans les 3 départements avec Denis Vigneault-Duguay. Le point commun de ces élections régionales dans les Alpes, c'est la 3e place attribuée à la liste PSPRG, que ce soit en Isère ou dans les Deux-Savoies. En Isère, le Front National est aujourd'hui la première force politique du département. Avec 27,7%, la liste conduite par Christophe Boudot arrive en tête juste devant celle de l'Union de la droite, qui obtient 26,2%, alors que le PSPRG ne fait que 25,4%. Les Verts, eux, n'arrivent qu'en 4e position. Le vote frontiste, qui dans ce département s'exprimait plutôt jusqu'ici dans le Nord, a finalement gagné le Sud et même le plateau mathésin. Le second tour verra sans doute ici une mobilisation de la droite traditionnelle et une union entre la gauche et les Verts pour tenter de faire barrage au Front National. Un score beaucoup plus serré en Savoie entre les 3 principales formations. La liste LR-UDI Modem arrive en tête avec 29,6%, juste devant celle du Front National, 27,7%, alors que le PSPRG obtient 23,2%.
La liste d'Union de la droite est la première force politique de ce département, mais notons tout de même qu'hier, la ville de Chambéry a voté à contre-courant en plaçant en tête le candidat socialiste devant celui de la droite traditionnelle. Le candidat du Front National n'arrivant qu'en 3e position dans la capitale savoyarde. Enfin, en Haute-Savoie, en réussissant l'union, la liste Les Républicains UDI-Modem vient assez largement en tête avec 34,8% à bonne distance de celle du Front National qui obtient 26,3% en faisant ses meilleurs scores sur Cluses et sa vallée. La liste PS-PRG n'obtient elle que 20,7%, mais cette dernière croit encore pour le second tour à une dynamique de la victoire alors que le Front National compte sur ce qu'il appelle le vote utile. Pour la droite traditionnelle, le maître mot demeure l'union. Alors Christian, on a souvent parlé du Nord-Isère pour expliquer les bons chiffres du Front National dans ce département, mais cette fois l'implantation du parti n'est pas aussi sectorisée en Isère. Oui, effectivement, il y a toujours un pôle fort dans le Nord-Isère avec des villes emblématiques comme Charvieux-Chavagneux par exemple, 45,8% des voix, mais on voit cette fois-ci que le Front National s'imposait dans des communes du Haut-Grésivaudan par exemple, ou mieux encore dans les bastions communistes que sont Fontaine et Chirolles, qui je le rappelle sont en nombre d'habitants les 3e et 5e villes du département. Le Front National progresse également cette fois-ci dans le Sud-Isère. Il est même en tête sur le plateau mathésin. Reportage Jordan Guéant, Dominique Bourget. Derrière la quiétude des paysages, le séisme politique. Au sud de l'Isère, le plateau mathésin a placé le FN en tête pour la toute première fois. Dans cet ancien bastion ouvrier de gauche, les résultats divisent. Je ne sais pas quoi dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter hier. Moi personnellement je suis allée voter, pas pour le FN. C'est à prévoir. Pourquoi ? Parce que Pourquoi c'est à prévoir ? je vais pas vous répondre sur mes opinions. Ah non, écoute, moi je vous parle franchement, parlez-moi pas du FN. Pourquoi ? Parce que c'est un parti que j'aime pas. Bon, je m'en occupe pas. Ce sont tous les mêmes d'après moi. À la Motte d'Aveillans, le Front caracole en tête avec plus de 34% des voix. L'écart est moindre à la Mure, mais le chef-lieu ne résiste pas à la vague bleu marine. Et ici, monsieur le maire est le premier surpris. Mais le ras-le-bol par rapport à une politique nationale, par rapport à quoi ? Par rapport à tout, dire oui, ras-le-bol, je dis ras-le-bol, c'est ras-le-bol. Au contraire de la tendance nationale, c'est vrai qu'on la voyait moins arriver parce que les gens ont encore beaucoup de problèmes pour se déclarer « oui, moi, je vais voter Front National ». Donc non, ça, les gens ne le disent pas. On l'a subodoré un peu, mais pas plus que ça. Front National. Un ras-le-bol silencieux, assez vague, mais dont bénéficie le FN. Herbert Olagnon milite depuis 5 ans. Jamais il n'aurait imaginé un tel résultat ici. C'est vraiment le ras-le-bol général. On a le ras-le-bol général. Ils ne font rien pour la Mathézine-Trièves. Ils ne font rien. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'usine qui se crée. Ils ne font rien. Dans ces anciennes cités minières, le chômage pèse lourd, au moins autant que l'abstention. Dimanche, seuls 2 électeurs sur 5 ont voté. Voilà sans doute les raisons de ce résultat. Alors il y a donc 3 qualifiés pour ce second tour. 2 dont la liste ne changera pas, Laurent Wauquiez et Christophe Boudot. Et Jean-Jacques Herrane qui a dû donc négocier le ralliement des Verts et des communistes qui totalisent à eux deux tout de même 12% des suffrages. Oui, exactement, Pauline. C'est la grande force de Laurent Wauquiez d'avoir réalisé l'union de la droite et du centre avant le premier tour. On va le voir en image. Il a donc déposé la même liste tôt ce matin. Pour le Front National, eh bien, même chose, même liste, même bulletin, même programme. Par contre, les socialistes, eux, devaient impérativement réaliser l'union à gauche. C'est donc à une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Après les résultats de dimanche soir, le dépôt officiel des listes doit en effet être impérativement réalisé avant demain, mardi, 15h à la préfecture. Compte tenu du délai d'impression des listes et des bulletins de vote, 11 millions en tout, les partis politiques devaient avoir bouclé leur liste avant 18h ce soir. Alors comment s'est passée la négociation ? Réponse avec Sandra Béallier en poste tout au long de cette journée. Ce soir, il y a une seule liste de gauche qui est présente dans cette élection. C'est donc la gauche, mais au-delà de la gauche que j'entends rassembler. Jean-Jacques Herrane le proclamait dès les premières estimations, l'heure est au rassemblement. Sa liste a réuni 24% des voix, celle des écologistes moins de 7% et les communistes ont tout juste atteint les 5% fatidiques. Aucune certitude de battre la droite sans liste commune en vue du second tour. Eh bien, à tout à l'heure. Rendez-vous avait été fixé. L'hôtel Charlemagne à Lyon sera le lieu de la négociation. Une 50aine de représentants des 3 camps commencent à s'y retrouver à partir de 23h. La nuit va être courte ou longue ? Oui, elle va être probablement
être peut-être courte en sommeil, mais productive. On discute en fonction des résultats et puis de la répartition à réaliser dans chaque département. Et puis aussi une base programmatique, mais ça ne devrait pas être très difficile. Donc j'espère que chacun verra justement le sens de l'intérêt général. À 1h30 du matin, les têtes de liste arrivent. Les résultats du premier tour sont désormais officiels. Les discussions vont pouvoir entrer dans une phase décisive. Mesurer ce qui peut être mis sur la table et ce qui peut être discuté. Je crois que la question n'est d'être ni maltraitée, ni être dans une surenchère. Donc il y avait besoin de la consolidation définitive du résultat. Dans la plus grande confidentialité, des groupes de travail vont parlementer toute la nuit. Répartition entre les 3 formations des places sur les listes ou préoccupations plus idéologiques. À la mi-journée, le PC, le Front de gauche, avait signé. Europe Écologie Les Verts rappelait encore ses exigences. Nos priorités, c'est la question du report modal du transport de marchandises, c'est la transition de l'agriculture et c'est bien sûr l'économie et l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la région peut faire pour l'économie de proximité et l'emploi de proximité. Et si on obtient ces mesures concrètes, il n'y a pas de raison qu'on ne conclue pas cet accord. Un grand marchandage qui a trouvé son épilogue en fin d'après-midi. À 18h ce lundi, la liste d'union de la gauche donnait sa toute première conférence de presse. Alors, question pour parler de ce second tour. Nos 2 invités, c'est le duel qui était attendu pour ce second tour des élections. Hélène Giraud, sénatrice PS, tête de liste iséroise de la liste Kéran. Bonsoir. Bonsoir. Et en direct de Chambéry, Patrick Mignola, tête de liste savoyarde de la liste Wauquiez. Bonsoir. Alors, ma première question ira à Hélène Giraud. Quel est votre sentiment sur cet accord passé à gauche? Il était impératif pour vous, cet accord? En tous les cas, il est important. Il est important parce que je crois qu'on se retrouve. On n'aurait peut-être même pas dû se quitter puisqu'on a travaillé 10 ans ensemble. On a mené de grandes politiques pour cette région. C'était notre souhait. Jean-Jacques Kéran l'a dit, moi je l'ai dit aussi. Qu'est-ce qui a fonctionné entre les négociations qui n'ont pas abouti avant le premier tour et les négociations qui aujourd'hui aboutissent? Le résultat du premier tour. Non, ce n'est pas une question de négociation. C'est qu'en fait, je pense que les écologistes et, j'allais dire, le parti de gauche avaient le souhait d'avoir une offre politique qui ressemblait un peu à ce qu'on a vécu à Grenoble, peut-être. Alors, vous avez participé aux négociations, oui. Vous avez même fait nuit blanche. Oui, je n'ai pas dormi. Dans ce cas-là, concrètement, alors, sur quelle base a été conclu cet accord? On a travaillé d'abord aussi sur les listes, sur le nombre de personnes, comment on allait par département, j'allais dire, proposer des listes nouvelles aux électeurs. Et puis, on a travaillé aussi sur le programme ensemble et sur les modes de gouvernance. Alors, on va revenir donc sur les listes. Est-ce qu'il y a un chiffre, est-ce qu'il y a un nombre d'élus des Verts dont on peut annoncer dès aujourd'hui? Et d'ailleurs du Parti communiste, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Je suis partie il n'y a pas très longtemps de Lyon. Et pour venir vous rejoindre. Il y a les SMS qui. Oui, mais les listes sont en train d'être totalement terminées, donc je ne veux pas donner de chiffres, mais on s'est. Est-ce que c'est en relation avec le rapport de force qui est issu du premier tour? Oui, tout à fait. C'est un calcul qui est fait en fonction du rapport de force constaté dans les urnes. Donc Verts et écologistes n'ont pas été trop gourmands, ils ont demandé l'équivalent de ce qu'ils représentaient à l'issue de ce premier tour. Non, oui, on a discuté. Vous savez, une liste, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la parité, donc il y a quelquefois, on veut mettre en Savoie un homme et puis on a la place pour une femme. Donc il y a toute une recomposition de 13 listes, mais qui s'est faite ensemble. On dit que les Verts ne seront pas dans l'exécutif. Qu'ils ont refusé d'y être. Les Verts ont dit qu'ils étaient dans une autre majorité. Ils n'ont pas, je crois, donné d'autres précisions. Et puis je pense que, vous savez, on était le soir même des résultats électoraux. Je pense qu'ils attendaient des résultats meilleurs. Donc il faut laisser aussi le temps des choses se faire. Comment expliquer ces résultats, justement ? Moi, je pense qu'il y a une partie des personnes qui ont souhaité voter utile à gauche
Et puis, je pense qu'il y a aussi une volonté d'avoir une offre à gauche un peu unie, réunie. Et donc, beaucoup ne comprenaient pas, moi, dans la campagne, qu'on soit séparés alors qu'on a dirigé pendant 10 ans cette région ensemble. Je reviens sur les négociations, excusez-moi. Donc, on a parlé des élus et des compositions de listes concernant les thèmes et concernant le programme. Qu'est-ce qui a été négocié? On sait qu'il y a des points sévères d'achoppement, le Center Parcs de Roibon, qui sont d'ailleurs sur votre département, l'aide directe aux entreprises sans condition, et Lyon-Turin, en gros. Donc, oui, mais enfin, on n'a jamais dit qu'on faisait des aides publiques sans condition. Il y a des discussions sur les aides aux entreprises, mais on n'a jamais, personne d'ailleurs fait des aides sans condition. Non, mais les négociations, ce sont des concessions. Alors sur quoi? Qu'est-ce qu'a concédé le Parti socialiste? Moi, je pense que c'était pas tout à fait l'atmosphère, c'est-à-dire que c'était pas des concessions ou du marchandage. C'était des discussions sur les projets avec des reconnaissances de positions peut-être communes sur certains points, différentes sur d'autres, mais ça n'a pas été un marchandage, contrairement à ce qu'on raconte. C'est effectivement, on ne peut pas marchander un programme, c'est pas possible. Je vais vous poser la question que les habitants de Roibon attendent. Est-ce que la prochaine majorité, si vous êtes élu, soutiendra le projet Center Parcs? On a déjà voté sur Center Parcs. Moi, j'ai proposé une délibération qui a été votée. Ma collègue à l'époque a proposé une délibération qui a été votée. Donc tout ça, c'est un faux procès. La question aujourd'hui de Center Parcs, c'est pas la région qui porte le dossier, c'est pas la région qui va faire l'infrastructure. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un faux procès. La question était, quand Jean-Jacques Herrane s'est exprimé, elle était plutôt du domaine de l'occupation par les zadistes, de la façon dont les choses se passaient. Je vous rappelle qu'il y avait eu sur un autre chantier un mort. Voilà, donc il y avait une question un peu de sécurité qui était abordée dans les propos de Jean-Jacques Herrane. Merci beaucoup, Léa Giraud. Patrick Mignola, vous redoutiez cet accord à gauche ? Non, pas du tout. Il était attendu. On savait qu'il y aurait forcément des négociations, des petits rabibochages d'entre deux tours. Je constate en entendant Mme Giraud que, effectivement, c'est finalement ce que nous attendions, c'est-à-dire que c'est un accord sur les places et les postes, c'est pas un accord sur le fond. Les questions de Christian Deville étaient pertinentes. Qu'est-ce qui se passera pour le Lyon-Turin ? Qu'est-ce qui se passera pour l'économie de la montagne? Qu'est-ce qui se passera pour le tourisme, pour le thermalisme, pour le Center Parcs de Roibon? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une réunion de différents morceaux de la gauche dans le seul but de garder des sièges. On pourrait dire, Patrick Mignola, que vous, tout cet exercice-là, vous l'avez fait avant le premier tour, alors peut-être dans une ambiance plus décontractée et moins médiatisée, mais en tout cas, il y a eu aussi accord un peu du même ordre. D'ailleurs, je voudrais avoir votre sentiment, vous, justement, sur la campagne, axée essentiellement sur la sécurité. Est-ce que vous, en tant que centriste, vous avez aimé cette campagne ? Cette campagne s'est déroulée forcément dans un climat assez lourd, mais l'important, c'était de se mettre d'accord sur un projet régional, parce qu'on ne se met pas d'accord pour 6 mois, pour le temps de la campagne. On ne se met pas d'accord en 6 heures, comme les socialistes, les Verts et les communistes. On se met d'accord pour 6 ans. Et il faudra qu'on soit cohérent. Donc nous sommes différents entre les Républicains, le MoDem, l'UDI et au-delà, toutes les femmes et les hommes de la société civile qui nous ont rejoints sur des questions nationales, sur des questions de société, on peut être divergents. En revanche, il faut qu'on soit cohérent sur le projet régional parce qu'aujourd'hui, on attend des convictions fortes et on attend qu'elles se transforment en action. Est-ce que les centristes ont voté Wauquiez? Parce que je regardais en Savoie les résultats et en Haute-Savoie. En Savoie, 29,62 pour Laurent Wauquiez, même score que le total des droites en 2010. Et puis en Haute-Savoie, 34,75 au lieu de 32,6 en 2010. On ne peut pas dire que là, Laurent Wauquiez a nettement amélioré ses scores dans ces deux départements-là. Vous avez constaté qu'il y avait 10 listes sur la table et donc il y avait d'autres choix pour les électeurs. Pour autant, il y avait d'ailleurs une analyse très intéressante du Monde, je crois, chez vos collègues, qui disait que les centristes avaient effectivement rejoint le grand rassemblement de la droite et du centre, parce que nous, c'était un rassemblement qui s'était fait sur le fond et il y a déjà longtemps. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils avaient le choix, avec la liste Éric Lafont, le cas échéant de se prononcer pour quelqu'un d'autre, et il a réalisé 1,5%, ce qui est tout à fait respectable, mais on voit bien que le mouvement de fond qu'on avait engagé avec Laurent Wauquiez a suscité la confiance des électeurs. 7 points d'écart, est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, on ne fait pas de la politique avec de l'arithmétique. Il faut la faire d'abord avec beaucoup d'humilité, parce que même si on est en tête, à la différence d'un grand nombre d'autres régions françaises, on sait aujourd'hui qu'il faut poursuivre cette dynamique. Le message des électeurs a été clair. Ils veulent tourner la page.
Ils veulent du changement, ils souhaitent changer de majorité à la région. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir battre la gauche dans cette région grâce au grand rassemblement que nous avons réalisé. Il y a une très jolie phrase de Michel Barnier qui disait qu'on n'est jamais élu par tout le monde, mais on est élu pour tout le monde. Et bien désormais, voilà, c'est ce grand mouvement de rassemblement qu'on va faire au service des Auvergnats et des Rhône-Alpins. On a constaté une abstention forte, on sait que c'est là le réservoir de voix. Quelle va être votre stratégie là, sur cet entre-deux tours ? Est-ce que les femmes et les hommes de cette région vont confirmer leur volonté de changement ? Nous, on a affirmé nos convictions. On doit avoir une meilleure gestion pour la région. On doit la remettre sur le terrain de l'emploi. On veut avoir une action sociale par le travail et pas seulement par l'assistanat. On veut refuser le communautarisme. Les choses sont claires dès le départ. Désormais, on doit entraîner. On a peu parlé de tout ça avant le premier tour. Ben oui, parce que malheureusement, ça fait 2 ou 3 semaines que notre pays était en situation très délicate. Donc, il était normal que les uns et les autres, on respecte avec dignité la période d'inquiétude qui était celle de nos concitoyens. Désormais, nous avons quelques jours pour que ce programme, ce projet, qui a déjà reçu l'assentiment des électeurs au premier tour, soit entendu et surtout qu'on puisse l'appliquer demain. Ce qu'on attend sur le terrain, c'est qu'il se passe des choses. Même question, Liane Giraud. Quelle stratégie pour cet entre-deux tours ? Moi, je crois que d'abord, je ne partage pas tout à fait l'analyse de Patrick Monial sur les résultats, parce que quand on regarde les forces de gauche, elles sont devant Laurent Wauquiez. Et donc, je crois qu'il faut aussi parler de la région, mais nous en parlons, nous, depuis 10 ans, et nous continuerons à en parler en bien. Voilà. On continuera d'en parler. Merci beaucoup, merci Christian, merci aussi à nos invités. J'ajoute que tous les résultats commune par commune et les dernières informations concernant ce premier tour des régionales sont visibles sur notre page internet France 3 Alpes. À lire par exemple cet article concernant Gilles Chabert, le président du syndicat national des moniteurs du ski français, candidat Les Républicains sur la liste de Laurent Wauquiez, est critiqué justement par certains moniteurs. Ils craignent d'être tous étiquetés politiquement. Voilà, pour la politique. L'actualité, c'est aussi le procès des meurtres de Kevin et Sofiane qui se poursuit devant les assises des mineurs de l'Isère. Je vous le disais en titre, des peines de 10 à 20 ans de réclusion ont été requises à l'encontre des 12 accusés. Les détails avec Jean-Christophe Solari et Grégory Lespinasse. Ce sont des réquisitions qui ne satisfont personne. Entre 10 et 20 ans de prison réclamés par les avocats généraux cet après-midi. 20 ans contre Ilyes Tafer et Constant Moukalaouetou, accusés d'être les auteurs des coups de couteau mortels sur Kevin et Sofiane. 18 ans contre Youssef Kamara et Rabat Diakabi, Nader Amandeli, Oulas Setine et Antonin Chalange. Ils sont accusés d'avoir participé à la mise à mort des victimes par leurs coups répétés. Et puis seulement 10 années de réclusion pour Mohamed Eladj et Ibrahim Kamara. Ce sont pourtant les 2 instigateurs de la rixe mortelle selon les parties civiles. Monsieur Kamara a participé à la manifestation de la vérité, mais en même temps, à nos yeux, il fait partie des meneurs. Et c'est très curieux de voir ceux qui, pour nous, ont une grande responsabilité parce que l'un est à l'origine du déclenchement de tout et que l'autre, nous semble-t-il, a l'autorité pour faire cesser cela. Eh bien, c'est ceux-là que l'accusation considère comme les moins coupables. Concernant les 2 mineurs, au moment des faits, le ministère public réclame 14 et 13 ans de prison. Mais ce qui étonne les avocats de la défense, ce sont les peines réclamées à l'encontre de 2 accusés qui comparaissent libres. 20 ans contre Constant Moukalaouetou et 10 ans contre Berat Karaborklou. Il faut que la décision soit injuste, comme le crime l'a été. Et il y a une équivalence des formes, mais comme je le dis au début de mes explications, venir requérir de telles sanctions, et notamment à l'égard de mon client, c'est injuste et scandaleux. En gros, il est simplement accusé sur la base des déclarations d'un co-accusé. Il n'y a que ça qui peut justifier les 20 ans. C'est une peine. Les plaidoiries de la défense ont débuté ce soir. Elles devraient durer au moins 2 jours encore. Vous le savez, depuis le 24 novembre, les Isérois peuvent à nouveau relier les Hautes-Alpes et notamment Gap grâce à la route de secours du Chambon. Une route très utile donc, mais une route aussi très sinueuse et étroite. Alors quel premier bilan dressé après 15 jours d'ouverture? Le point avec Joël Serroni et Christelle Nicolas. Est-ce que la route était bonne? On va passer sur elle est praticable ou pas? Oui, très bien. Grâce à la nouvelle route de secours, cette équipe du club alpin français de Grenoble retrouve les sommets des Hautes-Alpes. Voilà plus de 7 mois que les alpinistes isérois ne s'arrêtaient plus ici, après leur course. C'est un peu comme si on retrouvait nos cousins, nos voisins, si on avait nos habitudes qui avaient été changées, et puis nos environnements, voilà. Un trait d'union retrouvé entre les 2 départements.
Une route dédiée au trafic local, sinueuse, étroite et à forte pente, mais qui amène un peu d'oxygène et de réconfort aux habitants de la Grave. On voit passer plus de voitures, ce qui fait qu'on a un peu plus de mouvement, un peu plus de clientèle qui vient. C'est pour ça qu'on a ouvert ces jours-ci, voilà, au moins les week-ends. Nombreux sont les Isérois curieux qui, depuis le 24 novembre, sont venus tester cet itinéraire à flanc de montagne où le croisement est parfois délicat. On comprend mieux en l'empruntant pourquoi aucun panneau n'indique son existence dans la vallée. Pour le voyageur non averti, la seule voie possible pour relier Grenoble à Briançon passe par Gap, inadmissible pour certains. Vous attendiez à voir les panneaux tous ouverts et repasser par ici? Évidemment. C'est pas possible qu'on n'existe plus sur la carte, hein, ça c'est clair. Hein. On sait qu'elle peut absorber 1500 véhicules le jour. Or, le trafic qui va à Briançon, à Serre-Chevalier, les gros week-ends, ça peut monter à 10 000 véhicules jour. Donc, on sait que si on indique ce trafic par ici, on bloque et on sera bloqué, on sera tous bloqués. L'argumentaire est rodé. Cette route ne résout pas tout. Le maire de la Grave a bien conscience qu'il faudra encore patienter pour une solution plus satisfaisante. Je l'ai prise plusieurs fois et c'est vrai que c'est une route sur laquelle il faut rouler avec prudence. C'est une vraie route de montagne voilà, qui est en face nord, mais qui crée un vrai lien avec l'Isère. Il aura fallu quelques mois seulement pour construire la route de secours. Pour la face sud, de l'autre côté du lac, le chantier du Grand Tunnel sera beaucoup plus long. Première étape, l'enquête publique qui s'ouvrira le 17 décembre prochain. C'est bien la route reliant la Grave et non Gap, comme je l'ai dit par erreur. C'est la fin de ce journal.